Grégory Proch, je suis né la même année que PSG, Jean-Claude Lattès. Pour Oudima, à Mustapha Daleb, à Safet Suzic, Ronaldinho Gaucho, Javier Pastore, à Luis Fernandez, à Dominique Battenet, à Yannick Kurt. Ce qui m'a vraiment fasciné, c'est le Parc des Princes. J'ai tout de suite adoré ce stade, Safet Suzic. Échange des Fagnon. J'ai deux rêves. Le premier, c'est de jouer la Coupe du Monde. Le deuxième, c'est de la gagner. Diego Maradona, 14 ans. Je suis le fils du soldat inconnu et d'une secrétaire anonyme. Né à Paris, le mercredi 13 septembre 1970 à 18h30, clinique Nicolo, rue Nicolo. Pas de père, pas de patrie. Mon pays, c'est le ventre de ma mère, et ma mère est née à Paris. Je ne porte pas le nom de mon père, mais le sien, comme je ne me sens pas français, mais parisien. Durant 10 mois, ma mère tente de vivre seule avec moi, rue Vasco de Gama et rue de la Croix-Nivert. Puis elle réintègre le clan, qui a posé ses meubles et clébards à Issy-les-Moulineaux. Après le krach pétrolier de 1973, nous basculons dans la grande banlieue, l'Essonne, le 91, Épinay-sur-Orge, 7 rue de la Station, près de la gare de Petit-Vaux. Une maison, inscrite dans une pente douce avec 2 entrées. Une allée cimentée entre la grille et la première porte, qui donne sur la chambre de mes grands-parents à gauche, la buanderie à droite et la cave à charbon en face. Un jour, Titus, le chien caractériel de ma tante Christine, prétendument dressé par mon grand-père, oubliant que c'est moi, Grégory, le fils de Thérèse, de retour de chez la nourrice, qui suis en train de faire le mongol à travers les barreaux de la grille en tirant sur la cloche, se jette sur ma joue et en emporte un bout. Honte à l'école. On ne piquera pas le chien, pourtant déjà coupable de plusieurs agressions sur ma mère, ma sœur, mes tantes ou ma grand-mère, sans parler de la terreur qu'il fait régner sur les autres chiens. Nous en avons en moyenne 5, 6. Incapables de financer les opérations de stérilisation, nous passons notre vie à essayer de placer les chiots. Chez les Proch, la peine de mort c'est pour les hommes, pas pour les chiens. Sous les sureaux, un sentier pierreux, à droite, monte et débouche derrière la maison sur un vaste jardin. La seconde entrée, plus majestueuse, avec ses petites marches sans pot de fleurs, donne accès au premier étage. Cette entrée avait dû être la vraie, l'initiale, ça se voyait. L'aménagement urbain, les découpes de terrain et les constructions des maisons voisines avaient mis la nôtre à l'envers. Vu de la rue, on y entrait par la cave. Nous étions les seuls locataires du quartier. Nos chiens exaspéraient tout le monde, mais faisaient fuir les cambrioleurs. Mal élevés, bruyants et capricieux, ils profitaient joyeusement de notre bordel. À chaque vague de chaleur des femelles, on essayait de les séparer des mâles qui finissaient par se battre. Toujours au moins une pièce condamnée pour cause de chien à isoler. Titus régna si longtemps qu'aucun de ses fils ne grandit près de nous. Le premier à poser problème fut Chewing-Gum, un bâtard noir et blanc aussi quelconque que son père, mais sans rien des grâces de sa mère. Diane, ayant à ma grande fierté accouché sur mon lit, je l'avais vu naître, c'était le mien. Dans les bagarres avec son père, j'étais pour lui. Mais même ça, les rixes des chiens, nous étions infoutus d'y mettre le terme qu'il aurait fallu. Nous débarrasser de Titus, ou laisser le plus fort gagner et le plus faible se faire maquer. Hystérie, cris, coups de manche à balai, jets d'eau. En 1980, notre première télé sur pied et à roulettes succombe à une des bastons. Je ne verrai pas l'Euro belge. Le jardin me semblait grand comme Geoffroy Guichard ou le Parc des Princes, tribune comprise. Les 2 noms de stades sur lesquels je retombais sans me lasser dans les années du football 1975 et 1977 de Jacques Thibert. Celui de Saint-Étienne, celui de PSG et des équipes de France de foot ou de rugby. Il était toujours assez grand pour accueillir les matchs que je reconstituais, jouant tous les rôles, gardien qui plonge, buteur qui shoot, défenseur qui tacle, foule en délire, commentateur. La voix de fumeur du quart d'heure par quart d'heure sur RTL. Je savais que sur Europe ou Inter, comme on disait, j'aurais pu suivre les matchs en direct, minute par minute, de vrais multiplex. Je voyais les autocollants de Jacques Vendroux et Eugène Sacomano sur les voitures. Mais chez nous, on était RTL. Grosse tête, Stop ou encore, Les routiers sont sympas, Francis Wongo Tango Zégut, Karim Nangalef Fall. But au parc Geekedia. En juillet 1978, j'installe un cadre de vélo sans roue au pied des marches, pose un transistor en haut de celle-ci, le branche à partir de 14h et reproduit en léger différé les échappées contre la montre et sprint du Tour de France. Durant 8 jours, je prends mon rôle de Joseph Bruyère, maillot jaune belge, très au sérieux. Tout de suite à droite, en entrant, ce qui deviendra le salon, mais était encore la chambre de mon arrière-grand-mère, la mère de ma grand-mère, la vieille Millotte. Alors même que je passais mon temps, paraît-il, à la tourmenter et à subir ses foudres, à sa mort, solennelle et grave, je m'oppose durant plusieurs jours à ce qu'on vide la pièce. À gauche, la cuisine.
En semaine, c'est là que nous nous lavons le matin, mes grands-parents, ma mère, mes tantes Christine et Michel, ma sœur Sophie, née elle aussi dans d'énigmatiques conditions le 4 juillet 1973, et moi. L'escalier qui descend vers la cave, celui qui monte à l'étage. Puis la chambre de Christine qui fait face à l'entrée, où Titus est enfermé le plus clair du temps. Et la salle à manger à droite, dont la fenêtre donne sur la rue et la voie de chemin de fer. En haut de l'escalier, à droite, la chambre de Michel, qui deviendra la mienne à son départ. Étroite, mansardée et en longueur, mais pourvue d'une manière de salle de bain, où dimanche, en fin de journée, dans un baquet, nous prenons un bain. Quand je m'installerai dans cette chambre, mon grand-père y posera un linoléum beige à motif moche et la repeindra en orange. Ça fait quand même plus propre. La grande pièce qui la jouxte constitue notre chambre à Sophie, ma mère et moi. Contrairement à Michel, nous avons un balcon, mais il est à peu près interdit de s'y rendre, tant il est vermoulu et pourrissant. On y installe juste le séchoir. J'ai beaucoup de respect pour les consignes de prudence et ne mets jamais mes doigts dans les prises ou les pieds sur ce balcon. Si j'avais été autorisé à y aller, m'y serais-je trouvé en cette fin de journée d'été, au moment où, au passage à niveau de la gare de Pthivot, une 4L calait et se faisait emporter par un train de marchandises. Les passagers de la voiture n'avaient pas eu le réflexe de l'abandonner, ou ils avaient continué jusqu'au bout à espérer qu'elle allait redémarrer. La légende familiale veut que mon grand-père, Noël, n'ait pas accepté au début cet enfant sans père, ce qui fera jurisprudence pour ma sœur. Apprenant que j'étais un mâle, il se serait adouci. Il tenait peut-être enfin sa revanche sur un destin qu'il avait fait père de 4 filles. Noël était né en Tunisie le 25 décembre 1922, deuxième ou troisième d'une fratrie de 11. Les Arabes, se souvenaient-ils, l'appelaient Nabi, traduction de Noël Jésus. Son père était un peu le tocard de la famille, pas fichu de finir des études d'agronomie à Rennes et échoué dans l'administration coloniale en 1920. Il était revenu de Tunisie au début des années 1950 pour s'installer en Bretagne avec sa femme et 2 de ses fils. Je ne l'ai vu que 2 fois et me souviens surtout qu'il avait un doigt amputé d'une phalange à cause d'une piqûre de bourdon et qu'on n'a pas voulu m'emmener à son enterrement. Gazé de la Grande Guerre, il arborait sur sa photo officielle autant de médailles que Léonid Brejnev. Jamais entendu mon grand-père aimable à son endroit. Ses autres enfants étaient, selon Noël, un ramassis de voleurs, d'incultes et de bourricots, plus un bâtard que sa mère aurait eu avec un bicot. Tous avaient dilapidé dans le dos de Noël, le seul assez raffiné pour les évaluer, les restes de notre aristocratie. Livres rares, l'édition originale des mémoires du duc de Richelieu, pastels, archives, les proches de Viville, Ardouin de Longlay. Venus il y a des siècles du Caucase et mariés à de la noblesse d'ici et d'Angleterre, propriétaires d'une île dans la Manche dans leurs grandes heures, avec des héros en veux-tu en voilà, doublement bachelier à 15 ans, polytechnique militaire, colonel de cavalerie, instructeur de procès Bazaine, le traître de la guerre de 1870, et même une auteure sous pseudo d'un essai sur le nihilisme russe, Mathievitch. On a dû déchoir. Toujours si l'on en croit la légende protienne, l'aristocratique grand-père de mon plébéien grand-père, Louis Évariste, lui aussi échoué en Tunisie, au regard de l'écart croissant entre le rang de la famille et ses ressources, aurait décidé d'abandonner ses titres, dignité et honneur. L'aristocratie meurt mais ne se vend pas. Même ma grand-mère, fille d'une concierge et d'un employé de la SNCF, marchait à ça, le sang bleu, toutes ces conneries, et emporta jusque dans son dernier portefeuille une photocopie d'une page du dictionnaire de la fausse noblesse où apparaissait un douilleb qui avait marié une de nos cousines pour pouvoir indûment s'affubler de nos particules dissoutes. Je ne saurais dire aujourd'hui ce qui, de ma condition de sans-père ou de celle de reste d'aristo rincé, me rend si favorable à l'abolition de l'héritage.